Bonjour, je vous prie d'excuser pour les retards les problèmes techniques de l'émission passée. En résumé, ce que j'avais expliqué et qu'une partie d'entre vous ont capté, mais je vais le reposter pour ceux qui l'ont manqué, c'est qu'en fait, le mythe de les Juifs reviennent sur leur terre d'Israël, dont les Romains les avaient chassés il y a 2000 ans et que Dieu leur avait attribué, c'est un mythe total parce que il n'y a pas eu d'exode, les Juifs n'ont pas été chassés et ce qu'on appelle les Juifs sont des convertis de différentes régions. Aujourd'hui, on va analyser est-ce que Israël est en fait expliqué, justifié par le terrible génocide commis par Hitler, les nazis, contre les juifs, aussi les tziganes, les serbes, les croates, les slaves, mais clairement contre les juifs. Est-ce que c'est ça l'explication d'Israël aujourd'hui, un refuge contre le génocide? Eh bien non, pas du tout. En fait, il faut savoir que le projet de coloniser la terre de Palestine et d'en chasser les Palestiniens a été formé beaucoup plus tôt, puisque si on regarde les dates, on voit que en 1897 a lieu le congrès de Bâle qui fonde le mouvement sioniste, dirigé par Herzl. On va en reparler. Un an plus tard, en 98, la banque coloniale juive, celle qui lève des fonds pour financer des colonies agricoles, est fondée. En 1901, le Fonds national juif, qui plante des arbres aujourd'hui encore pour effacer les traces de là où il y avait des habitations des Palestiniens, est fondé donc en 1901. La Haganah, qui est la milice, qui est la préfiguration de l'armée israélienne, est fondée en 1920. Et le syndicat Histadrut, c'est un faux syndicat. En fait, c'est plutôt un organisme de toute la création des infrastructures de l'État d'Israël. Il est fondé en 1920 aussi. Et sa toute première campagne, c'est acheter juifs, boycotter les Arabes. Et c'est un syndicat qui, en fait, défend le travail juif à l'exclusion des autres. Bon, si aujourd'hui, en France, on avait un syndicat qui défendrait le travail français en disant tous les autres, il faut les priver de travail, on trouverait ça bizarre, mais là, c'est la réalité historique. Donc, l'État d'Israël, il ne faut absolument pas chercher sa naissance dans la période 1940, 45, 48, non, c'est beaucoup plus tôt, c'est 1895, 1900, 1920. On va se poser la question, pourquoi le sionisme? Le mouvement sioniste, je l'ai dit, il se fonde officiellement avec ce congrès de Bâle en 1897. En fait, à ce moment-là, les Juifs vivent essentiellement en Europe de l'Est, en Pologne, en Russie. Il y a des communautés de Juifs, des convertis, donc, hein, pas des immigrés, mais des convertis, qui sont un peu partout minoritaires, sauf dans certaines régions, en Pologne, où le roi de Pologne les a fait venir pour des raisons économiques, et en Russie. Et donc, ce sont des populations qui sont assez isolées, soumises aux rabbins dans leur culture, et ça va changer quand il va y avoir la révolution industrielle, des problèmes pour les paysans, et beaucoup de juifs vont aller chercher du boulot dans les villes et échapper un peu à cette emprise. Et ça, c'est quelque chose que nous avons analysé dans le livre Israël, parlons-en, qui retrace et expose tous les mythes et les mensonges concernant l'histoire de la Palestine. Et le tout premier chapitre est un chapitre où Paul Delmotte, en historien, explique, je cite, les seuls à posséder une langue propre, le yiddish, et une culture commune spécifique, religieuse, étaient effectivement les communautés juives d'Europe centrale et orientale. Ce n'était pas le cas dans le monde arabo-musulman et ailleurs. Et donc, quand je lui ai demandé
d'où est venue la formation de ce nationalisme juif. Bon, on est au 19e siècle, il y a aussi le nationalisme français, anglais, et dans les autres pays qui va se développer. Donc, j'ai posé pourquoi ce nationalisme juif se développe. Et en fait, il y avait d'une part les pogroms et la chasse aux juifs. Ça, c'est deux mots d'explication. En fait, les communautés juives pratiquaient le prêt à intérêt qui était nécessaire pour le développement économique. Or, il y avait un problème, c'est que la religion chrétienne interdisait, à juste titre, je crois, le prêt à intérêt, l'usure, le fait de voler de l'argent aux gens qui en avaient fort besoin. Il y avait donc beaucoup d'abus dans ce système. Et comme l'Église l'interdisait et qu'on avait besoin pour développer l'économie du prêt à intérêt, qui avait aussi des aspects positifs, à ce moment-là, les souverains en Pologne et en Russie ont confié ça aux Juifs. Du coup, évidemment, ça a pu rendre assez impopulaire dans l'opinion. Il ne faut pas imaginer que tous les Juifs étaient des banquiers, la majorité étaient de simples travailleurs, des gens plutôt pauvres, mais c'est un phénomène qui a joué un rôle important, le phénomène du prêt à intérêt, et ce qui a pu contribuer à développer l'antisémitisme. Pourquoi? Mais parce qu'il y avait beaucoup de pauvreté, beaucoup de mécontentement, beaucoup d'oppression, et donc le roi de Pologne ou l'empereur de Russie, quand il y avait du mécontentement, ben c'était simple, il avait trouvé le bouc émissaire, c'est les Juifs. Donc, on détournait la colère, c'est une tactique qu'on utilise encore aujourd'hui avec les immigrés et les réfugiés, maintenant c'est plutôt les Arabes que les Juifs, et les Noirs, mais c'est la même tactique. Et donc, il y a eu cet antisémitisme qui s'est développé, et le problème des pogroms, c'est-à-dire qu'il y a eu des grandes violences pour chasser, pour se tourner contre les populations juives, et ça, c'était très intéressant pour le souverain. Un, il avait un bouc émissaire pour détourner la colère. Et deux, si on massacrait ou on chassait les juifs, ben, sa dette était terminée. Donc, il y a eu un antisémitisme classique, religieux. Les juifs collectivement sont les assassins du Christ. Moi, dans les années 50, on me racontait encore ce genre de choses dans l'enseignement catholique. Là-dessus, c'est transformé, c'est développé un antisémitisme plus moderne. Et on a eu l'antisémitisme classique a provoqué des migrations de populations juives vers l'Europe de l'Ouest. Mais alors, on a vu là aussi en Europe de l'Ouest une xénophobie. Et les Juifs qui étaient venus en France, en Belgique, en Angleterre, puis plus tard aux États-Unis, ont été victimes de cette xénophobie. Et il faut savoir que la bourgeoisie, l'élite juive en France, en Grande-Bretagne, des pays comme ça, qui avaient, grâce à la Révolution française et aux luttes pour l'égalité, obtenu l'égalité et certains droits, étaient donc intégrés dans la société, et cette élite faisait son business et n'avait donc pas du tout envie que des juifs viennent ici exciter une xénophobie contre les juifs. Et donc, ils ont très vite, Rothschild notamment, cherché une solution pour se débarrasser de ces juifs pauvres et ne pas remettre en question leurs privilèges. Alors, une date très importante, c'est l'affaire Dreyfus. En 1894, en France, un capitaine juif de l'armée française est accusé de trahison, c'est un complot, c'est une conspiration contre lui, et il va y avoir une très grande lutte en France entre la droite réactionnaire, raciste, qui accuse Dreyfus parce qu'il est juif, et tout un courant progressiste, populaire, plutôt de gauche, qui va finalement, au bout de 12 années, obtenir la réhabilitation et le retour de Dreyfus. Mais ça, c'est des événements importants pour comprendre le contexte de l'époque, contexte dans lequel Herzl, qui est un juif venu de l'Europe orientale, est effrayé de voir que les violences qu'il y avait en Europe orientale, on les retrouve avec la campagne Dreyfus en France. Et donc il se dit, si on veut protéger les juifs, il faut leur créer leur propre État, un refuge. Il faut aller ailleurs. Ici, on n'a pas de sécurité. Ça, c'est une analyse qui est une des analyses qui existent à l'époque parmi les communautés juives en Europe. Et premièrement, il faut remarquer que cette analyse est pessimiste, parce qu'il y a d'autres courants juifs à l'époque qui sont plus importants que les sionistes, et parmi eux, il y a notamment le Bund, qui est un mouvement
ouvrier, révolutionnaire de gauche en Russie, en Pologne. Et lui, quand il y a eu des pogroms, il a décidé de former des milices d'autodéfense et ça a été fini avec les pogroms. Donc c'était la preuve qu'il y avait moyen de résister à ça. Ensuite, pour l'affaire Dreyfus, bon, ça a été une affaire dégoûtante, mais il faut quand même remarquer que la justice a finalement triomphé et que Dreyfus a été réhabilité. Donc, l'analyse de Herzl est pessimiste et en fait, il faut voir que, comme je l'ai dit, les élites juives voulaient plutôt se débarrasser de ces juifs indésirables du point de vue de leurs intérêts. Et en fait, ce qui est intéressant à l'époque, c'est qu'on accuse les juifs à la fois d'être des sales capitalistes et à la fois d'être des dangereux révolutionnaires. Je vais faire une citation du ministre russe de l'Intérieur, celui qui organisait justement les pogroms et les violences. Il disait à l'époque, ce que je pourchasse dans le juif, c'est le révolutionnaire. Et ça, c'est toute la droite qui disait ça. Et Hitler, lui, va bientôt parler du judéo-bolchevisme. Donc, il reproche aux juifs d'être des révolutionnaires et de l'autre côté, on leur reproche d'être des sales capitalistes. Il faut remarquer qu'il y a eu aussi, à la fin du 19e, début 20e, des auteurs de gauche qui ont repris une analyse erronée de pointer seulement les capitalistes juifs. C'est une analyse fausse et ça excuse, ça met totalement hors responsabilité le reste des capitalistes et l'ensemble de ce système. Donc, ce racisme était un vrai problème, mais il faut réfléchir. On nous dit aujourd'hui, le lobby sioniste nous dit que les racistes anti-juifs, c'est les musulmans, que c'est les Arabes qui n'ont jamais accepté les Juifs et que voilà, c'est impossible qu'ils s'entendent. Et donc c'est la guerre des civilisations comme on a dit à l'époque. Ça, c'est faux. La première chose à voir, c'est que le racisme envers les Juifs, bien réel, a été le fait des Européens, dans une version chrétienne ou dans une version simplement xénophobe, une version sociale. Et là, j'aimerais citer un texte très intéressant de Pierre Stamboul, qui a publié un texte dans Sionisme et antisémitisme sur le site de l'Union des Juifs progressistes de France. Et il écrit « L'antijudaïsme est une invention chrétienne avec des hauts et des bas. Qu'en a-t-il été dans le monde musulman? Aujourd'hui, les sionistes prétendent que l'antisémitisme est venu du monde arabe, mais puisqu'ils sont maintenant amis avec les pires antisémites européens, ça c'est quelque chose dont j'ai parlé à propos de l'Ukraine, notamment ils se sont alliés aux nazis pour renverser le gouvernement ukrainien en 2014. Je continue avec Pierre Stamboul. Puisqu'ils sont maintenant amis avec les pires antisémites européens, les sionistes ont tendance à minimiser l'antisémitisme européen pour dire que l'antisémitisme a été arabe ou musulman. Cette hypothèse ne tient pas d'Istanbul. Dans le monde arabo-musulman, avant l'arrivée du sionisme, il y avait le statut du livre, le statut de dhimmi, qui n'était pas la citoyenneté, mais les juifs pouvaient s'auto-administrer, leurs représentants discutaient avec le seigneur local, ce qui fait que pendant 1500 ans de cohabitation, il n'y a pas eu d'exemple dans le monde arabe de quelque chose qui ressemble aux grands pogroms, aux grands massacres ou aux grandes expulsions que les Juifs ont connues en Europe, en Espagne ou en Ukraine au XVIIe. Donc, ça c'est important de voir effectivement d'où vient et qui est responsable de ce racisme anti-juif. Et la question suivante, c'est évidemment pourquoi le sionisme alors est devenu colonialiste? Pourquoi il s'en est pris à la terre de Palestine? En fait, en Europe, les grands États-nations étaient constitués. En 1870, ça se termine avec l'Allemagne et l'Italie. Les grands États-nations sont constitués et donc il n'y a pas une bourgeoisie juive qui a un territoire. Elle a une place souvent secondaire dans chaque pays, mais elle n'a pas un territoire et un État à son service. Donc, ils sont plus faibles que d'autres nationalismes européens et donc ils ont besoin de protecteurs, de parrains. Et le mouvement sioniste va se tourner systématiquement vers l'Empire ottoman, mais il est en déclin, il ne vaut plus grand-chose, l'Empire austro-hongrois pareil, et finalement les Britanniques qui, eux, vont être intéressés. Alors c'est intéressant de voir que Herzl et les dirigeants du mouvement sioniste ont été voir les pires antisémites européens pour essayer de s'arranger et de faire un deal avec eux. Et pourquoi les Britanniques étaient intéressés? À cause de la question stratégique du canal de Suez. En 1916,
les Britanniques et les Français concluent les fameux accords Sykes-Picot, où ils se partagent entre eux le Moyen-Orient. Toi tu prends ça, toi tu prends ça. Bien entendu, les Arabes ne sont pas consultés. Et donc, on a un partage complètement colonial. Et les Britanniques, qui en fait s'entendent pas du tout avec les Français. J'ai dans une autre émission dit qu'il a failli y avoir eu la guerre entre les Anglais et les Français à la fin du 19e pour le partage de l'Afrique. Et donc, les Britanniques veulent pas que les Français soient trop près du canal de Suez. Les Français occupent le Liban. Et donc, les Britanniques ont besoin de colons, ont besoin de troupes de choc pour faire un état tampon entre le Liban et le canal de Suez. Et c'est pour ça que les sionistes, avec leur projet d'aller coloniser la Palestine, les intéressent beaucoup. Alors là, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que les gens qui ont permis aux colons juifs d'aller coloniser la Palestine sont en fait d'épouvantables antisémites. Il faut savoir qu'il y avait un sionisme chrétien, bien avant l'époque moderne, qui disait en gros que les chrétiens, je cite, les Juifs devaient revenir en Terre Sainte, une idée au XVIIe, chasser le mal, Armageddon, qui était assimilé aux Arabes, et ensuite se convertir à la vraie foi, le christianisme. Donc les chrétiens sionistes étaient des antisémites. Et le plus rigolo, si j'ose dire, c'est que Lord Balfour, dans la fameuse déclaration d'accorder la Palestine en secret aux colons sionistes en 1916, a provoqué un cataclysme pendant tout le XXe siècle. Balfour était un épouvantable antisémite. Il déclarait, je cite, quand il était Premier ministre en 1905, qu'il dénonçait ces juifs pouilleux polonais qui venaient semer la révolution à Londres. Mais là, en 17, il signe donc la déclaration Balfour, j'ai dit 1916, pardon, 17, et il offre aux sionistes que la Palestine à reconquérir deviendra un État juif. Et il pense que voilà, ces colons-là vont travailler pour ses intérêts. Et donc, c'est quelque chose d'étonnant que tous ces gens-là sont basés sur l'idée les juifs et les non-juifs ne peuvent pas coexister, il faut un État ethniquement pur. Ce qui est très à la mode aussi au XIXe siècle, avec toutes ces conceptions de l'eugénisme, du racisme, des États ethniquement purs qu'on retrouve malheureusement de plus en plus aujourd'hui. Donc, voilà l'origine du sionisme colonialiste, mais le colonialisme sioniste est quelque chose de très spécifique. D'habitude, les colonialistes viennent, ils gardent la population, ils l'oppriment, ils la répriment très fortement, comme les Français en Algérie, mais ils la font travailler parce qu'ils ont besoin de main-d'œuvre et de richesse. Or, le colonialisme israélien, sioniste, a pour projet de chasser les Arabes de la Palestine. Bien entendu, maintenant, ils disent que non, mais je vais montrer dans un instant que c'est effectivement bien le projet. Pour vendre le mythe des colons sionistes qui se sont installés en Palestine et que ça ne faisait tort à personne, on a inventé le mythe d'un État, une terre sans peuple. Un peuple sans terre, les Juifs donc ils vont en Palestine, et une terre sans peuple, il n'y avait rien, il y avait que des moutons et du désert en Palestine. Ça, c'est complètement faux. Et dans le livre que j'ai mentionné, Israël, parlons-en, le chapitre 3 donne la parole à une historienne palestinienne qui s'appelle Christina Zakaria, qui explique que la Palestine était extrêmement peuplée, extrêmement riche, et que l'opération a consisté à les chasser pour prendre leurs richesses. Et donc, c'est quelque chose dont les dirigeants sionistes étaient parfaitement conscients. C'est quelque chose qui n'est pas, qu'on ne dit plus maintenant, qu'on n'a pas le droit de dire à la télé et dans les grands médias, mais il suffit de citer leur propre déclaration pour voir que tout le blabla actuel est complètement hypocrite. Dans Israël, parlons-en, j'avais aussi reproduit 2-3 pages de citations des dirigeants sionistes eux-mêmes, qui sont plus éloquentes que tous les discours qu'on peut annoncer. Herzl, le fondateur du sionisme en 1995, dit « Chasser la population pauvre au-delà de la frontière en lui refusant du travail. Le processus d'expropriation et de déplacement des pauvres doit être mené discrètement. » Ben Gurion, qui va devenir Premier ministre d'Israël, déclare en 1937, je cite, « Nous devons expulser les Arabes et prendre leur place. » Et en 1938, il explique, « Politiquement, nous sommes les agresseurs et ils se défendent.
Ce pays est le leur, parce qu'ils y habitent alors que nous venons nous y installer. D'ailleurs, Ben Gourion disait que les vrais descendants des Juifs de l'époque, c'était les Fellahs, c'était les Palestiniens qui étaient là sur place à ce moment-là. Alors il avait une grande illusion, c'est que en s'installant là, ces Palestiniens allaient se convertir aux Juifs et qu'on allait pouvoir les assimiler. Ça n'a pas du tout marché. Et donc, en fait, ce qu'on a eu, c'était de terribles révoltes des Palestiniens, grève générale, insurrection. Les Britanniques ont été extrêmement féroces. Ils ont bombardé la population, ils ont veillé à ce qu'il n'y ait aucun empereur, chef d'État, parlement, institution palestinienne représentative. C'était vraiment les rendre impuissants. Et donc, le sionisme alors a raconté à la place cette histoire du mythe de l'exil et du retour. Donc voilà ce qu'on a essayé de voir aujourd'hui, c'est d'une part d'où est venu le sionisme, de plusieurs facteurs, dont un très important est les persécutions racistes tout à fait réelles qu'il y avait en Europe de l'Est et puis en France et dans les pays occidentaux. On a essayé de voir que le sionisme n'est pas né du tout en réaction à Hitler et au génocide contre les Juifs de 40-45, mais bien avant, d'un projet colonial favorisé par les Britanniques et qui raconte l'histoire à sa manière pour cacher le fait qu'on est tout simplement en face d'un vol de la terre et d'un nettoyage ethnique. Je crois que c'est très important que chacun se forme dans cette histoire. Donc je l'ai dit, je vais reposter la vidéo sur le premier épisode que j'avais préparé. C'est très important de se former dans cette histoire. Parce qu'il y a maintenant toute une campagne pour nous dire que si on critique Israël et le vol de la terre et les massacres des Palestiniens, c'est forcément qu'on est antisémite. Je pense que c'est exactement le contraire. Je pense que quand on défend une société sur pied d'égalité où chacun aura les mêmes droits, ça, c'est la seule solution et pour les Arabes, et pour les Juifs, et pour tout le monde. Et ça se heurte à des intérêts, que nous verrons plus tard, qui sont expliqués dans ce livre. Ça se heurte à des intérêts, mais je crois qu'on doit vraiment combattre tous les racismes, d'où qu'ils viennent. Concernant les Juifs, je pense qu'il est parfaitement possible et souhaitable que dans une société européenne ou ailleurs, ils soient acceptés, sur pied d'égalité, respectés et protégés quand il y en a besoin. Je pense que c'est Israël, en fait, qui nuit aux Juifs, parce qu'en disant nous chassons et massacrons les Palestiniens parce que nous voulons imposer un État juif, ce qui est quand même une drôle d'idée, un État fondé sur la religion, à ce moment-là, il répand l'idée, particulièrement parmi les jeunes qui n'ont pas eu de formation sur tout ça, que donc forcément c'est la cause des Juifs. Non, c'est la cause du colonialisme sioniste. Je rappelle que beaucoup de Juifs disent exactement la même chose que moi et sont contre le sionisme pour ces raisons-là. Et donc je crois qu'on a chacun un énorme besoin de se former par rapport à ça. La prochaine émission, je vais la consacrer à pourquoi maintenant, aujourd'hui, on a cet amalgame entre antisionisme et antisémitisme, et on va analyser l'affaire Corbyn. Je voudrais vous recommander de vous former sur ces questions avec le livre Israël, parlons-en, qui réfute l'ensemble des médias mensonges sur Israël, avec un prochain livre que nous allons sortir dans quelques mois, Comment le terrorisme a créé Israël. C'est un livre qui a été écrit en anglais, que nous avons traduit, et qui montre comment les sionistes ont commis des attentats déjà entre 1917 et 1947. Ils ont toujours dit oui, les Arabes nous ont pas bien accueillis. Ben, évidemment, quand on commet des attentats terroristes, c'est évidemment tout à fait impossible. Voilà. J'insiste sur cette idée que chacun se forme, participe au débat, participe à la discussion. Il faut absolument refuser le terrorisme qui refuse le débat. Hier soir, j'ai appris que dans une petite ville en Belgique, des organisateurs d'un comité local qui m'avaient invité pour un débat sur les stratégies mondiales et les médias ont été obligés de décommander cette conférence et de l'annuler en octobre suite aux pressions et aux discours de haine qui ont été lancés sur les réseaux sociaux et qui ont fait peur à certains.
là, on est exactement dans une campagne terroriste qui ressemble à la campagne qui a déferlé aux États-Unis contre McCarthy dans les années 50. Si on veut défendre la liberté d'expression, il faut résister à ça. Et donc, nous avons besoin de votre participation, de votre soutien par rapport à tout ça. Je vois qu'une question m'a été transmise, je l'ouvre et on va aborder cette dernière question maintenant. On me dit que un intervenant musulman me dit la religion n'est ni une nationalité ni une culture. Monsieur, c'est même absurde. Dans la foi musulmane, être antisémite est contraire à leur croyance, c'est renier un messager. Effectivement, je ne suis pas un expert des questions religieuses, puisque je ne suis pas croyant moi-même, mais effectivement, dans la religion musulmane, il y a le commandement, l'instruction de respecter les juifs et les chrétiens et de respecter les autres religions. Ça, c'est la première question que je vois. Une deuxième, je la cherche, mais je ne la vois pas. Ah, les Israéliens sont, je fais une petite manœuvre, les Israéliens sont maintenant amis avec les Saoudiens, qui sont les tenants du discours arabo-islamique antisémite le plus extrémiste. Tout à fait. En réalité, il y a une alliance depuis longtemps entre les monarchies arabes réactionnaires, particulièrement les Saouds, et Israël. Mais évidemment, ça ne peut pas se dire. On est obligé de continuer à exciter les populations avec l'idée c'est la faute aux juifs, c'est la faute aux musulmans. Ça fait le jeu, cette guerre de religion, soi-disant, ça fait le jeu des réactionnaires des deux côtés qui pratiquent le traditionnel diviser pour régner, qui a toujours été la méthode des colonialistes. Et donc, je crois, je l'ai déjà dit et je le répète, qu'on doit absolument contrer ces divisions et qu'on doit travailler à construire un grand front avec les chrétiens, les musulmans, les juifs, les laïcs, pour la justice sociale, pour la justice des peuples, contre le colonialisme, contre les guerres, contre le mensonge. Ça me semble vraiment la ligne qui doit nous unir au-delà de nos différences et de nos croyances personnelles. Voilà, je crois que c'était ça les trois questions. Oui, voilà. Je vous remercie pour votre patience. Encore nos excuses pour les petits problèmes techniques qu'on a eus les fois passées. Grâce à mes amis Patrick et Joël, qui sont nettement plus doués que moi en technologie, c'est résolu. J'espère vous retrouver mardi prochain pour la suite de cette série consacrée à sionisme, antisionisme et antisémitisme, où est la différence. Et je vous souhaite de bons débats fructueux autour de vous. Bonne journée.